Bonjour. Donc voici à nouveau un rendez-vous sur la question de la non-dualité et du stress. Comment la non-dualité peut nous aider à trouver en nous une présence pacifiée, un espace ouvert qui soit libre et dans lequel on puisse aussi trouver la joie. Et je m'appuie pour cette réflexion sur le livre de Douglas Harding, donc qui apparaît encore à l'envers, j'imagine, qui s'appelle Vivre sans stress, qui a été publié en 1994, je crois, aux éditions Jean-Louis Carias. Et dans ce livre, Douglas Harding, donc le philosophe et mystique Douglas Harding, essaie de voir comment l'éveil à sa vraie nature, l'éveil à l'espace de notre vraie nature peut nous aider vraiment dans le stress, et peut nous apporter une paix profonde. Douglas pense même que c'est vraiment par l'éveil qu'on peut résoudre nos réelles difficultés, nos stress. Alors, avant de vous proposer une nouvelle pratique, je voudrais encore une fois rendre hommage à nos soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants qui sont dans les hôpitaux et qui font face à vraiment sans doute beaucoup de stress, en tout cas des situations difficiles. Donc je suis sincèrement plein de gratitude et d'admiration pour ce qu'ils font. Voilà. Alors, je voudrais aujourd'hui aborder un chapitre qui s'appelle chapitre 8, le stress et le rythme de la vie moderne, qui est un chapitre très intéressant parce que dans ce chapitre, il y a une pratique, un exercice que je vais faire avec vous. Et je me souviens que lorsque j'avais rencontré Douglas Harding, la plupart des exercices que j'avais fait avec lui avaient fonctionné, j'avais vraiment vu ma vraie nature, mais celui-là m'avait posé quelques difficultés, je vous dirai lesquelles tout à l'heure. Alors Douglas commence par dire que la vie moderne est une vie en général très agitée, puisque c'est une vie effrénée, nous sommes constamment en train d'agir, nous n'avons plus de temps pour nous, et donc on n'arrive pas à trouver un centre en nous-mêmes, un espace de paix. Et donc la vie moderne ne semble pas propice à la découverte de cette paix intérieure. Mais en même temps, regardez, là maintenant, tout est presque arrêté. Les avions ne volent plus, les trains ne roulent plus, les voitures non plus, beaucoup de gens n'ont plus de travail, donc la vie moderne là semble s'être arrêtée, provisoirement, enfin c'est arrêté quand même, et pourtant il n'est pas sûr qu'on trouve en nous la paix, parce qu'il y a des tas de choses qui nous agitent aussi, nos pensées nous emportent, nos émotions peuvent aussi nous tirer vers l'extérieur. Vous voyez, les trains, j'ai dit les trains étaient arrêtés, mais il y a un train qui fonctionne tout le temps, c'est le train des pensées. Donc le train des pensées arrive en vous, vous êtes de la gare, le train des pensées arrive, et puis très souvent on monte dedans, on monte dans le train des pensées et on est emporté dans leur grand 8, quoi, dans leur ronde infernale qui souvent est stressante. Donc même si la vie moderne a été arrêtée, bien sûr qu'on ait trouvé en nous un centre de paix, enfin un centre stable. Alors Douglas fait remarquer aussi d'ailleurs que c'est intéressant que ce que nous cherchons c'est la paix, c'est vrai, mais pas seulement en fait, parce que la paix toute seule, ça pourrait être ennuyeux. Nous aimons aussi l'activité. Nous voulons les deux en fait. Regardez par exemple à Paris, quand on passe un mois et demi à Paris, moi quand je passe un mois et demi à Paris, dans l'activité, le stress, j'ai envie d'aller à la campagne, en Bourgogne ou en Lozère, bon, pour trouver le calme, mais au bout de 15 jours en Lozère, j'ai envie de retourner à Paris pour être dans le rythme effréné de la capitale. Bon, donc en fait, ce qu'on veut, c'est les deux. C'est-à-dire à la fois l'activité, le mouvement, et en même temps la paix, et le calme, et cette présence ouverte qui soit stable. Donc l'idéal, ça serait d'avoir les deux en fait. À la fois le mouvement et la paix. Et je pense qu'en fait, on peut avoir les deux. Je pense qu'en fait, on est construit pour avoir les deux. On est construit à la fois pour vivre à partir de cette présence complètement immobile et pour accueillir le mouvement. Et avant de faire la pratique là, que je vais essayer de faire avec vous, on peut juste remarquer que cette présence que nous sommes, on peut constater qu'elle est immobile en fait. Par présence, j'entends l'espace que vous découvrez maintenant au-dessus de vos épaules. Cette ouverture. Vous voyez que cette ouverture, en fait, cette présence, notre présence, en fait, elle est immobile. Puisque tout apparaît et disparaît en elle. Par exemple,
les sons apparaissent et disparaissent dans votre silence, qui lui ne disparaît pas. Le silence que vous êtes est immobile, immuable. Ce sont les sons qui apparaissent et disparaissent. Là, vous pouvez sentir votre respiration et le va-et-vient de la respiration. Donc ça, il y a un mouvement. Mais le va-et-vient de la respiration apparaît dans votre conscience qui, elle, est immuable. C'est pareil pour les pensées. Les pensées apparaissent et disparaissent, mais dans votre présence qui, elle, est toujours immuable, toujours immobile. Donc cette tranquillité, elle est déjà là en fait. Mais on ne la remarque pas parce que voilà, on monte dans le train des pensées, on est emporté par les pensées, emporté par les émotions, emporté par ce qu'on voit autour de nous, et on perd de vue cette présence immuable. Mais elle est là en fait. Elle est à 0 cm de nous. Alors Douglas propose un exercice pour vraiment de manière imparable constater l'immobilité de cette présence, de cet espace. Alors c'est un exercice qui est traditionnel, on le trouve dans certaines traditions, je vous dirai lesquelles tout à l'heure. Mais moi en tout cas la première fois que je l'ai fait, c'était avec lui. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais une certaine difficulté, je n'avais pas vraiment vu au début ce qu'il voulait nous montrer. Alors de quoi il s'agit? Eh bien il s'agit de constater que nous sommes immobiles et c'est le monde qui bouge. Alors oui, dit comme ça peut paraître paradoxal parce qu'on a l'impression de bouger en fait. On a l'impression d'aller d'un endroit à un autre. Enfin en ce moment pas trop parce qu'on est confiné, mais au moins on a l'impression d'aller de la salle de bain à la cuisine, de la cuisine au salon. On a l'impression de bouger dans un monde immobile. Vous voyez par exemple, effectivement là si je fais bouger José, voilà, José bouge et le monde est immobile. Effectivement les objets bougent, les corps bougent, etc. Mais la question est, est-ce que vous, en tant que présence, vous, en tant que conscience, est-ce que vous bougez? Déjà, par le raisonnement, on pourrait se dire qu'on ne voit pas très bien comment la conscience pourrait bouger, en fait. Puisque la conscience n'est pas une chose, elle n'est pas localisée quelque part, elle n'est pas plutôt ici que là, elle est plutôt partout, en fait, la conscience. Donc, on ne voit pas très bien comment la conscience pourrait bouger. Alors, donc, si c'est vrai, c'est-à-dire si vraiment on est immobile, ça veut dire qu'on se trompe vraiment lourdement sur soi-même, en fait. On pense qu'on bouge dans un monde immobile, et Douglas nous invite à vérifier qu'en fait, non, nous sommes immobiles. Notre présence, notre conscience est immobile. Nous n'avons jamais bougé. Nous ne bougeons pas. Nous ne pouvons pas bouger en tant que présence. Alors comment le constater? Parce que là, évidemment, je parle et ce sont des mots, et donc vous auriez à me croire. Il ne faut pas me croire, hein, il faut tester. Alors, je vous propose un exercice maintenant, et je vous invite à le faire après, quand vous serez tout seul. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit je vais pointer vers cette présence que je suis, et je vais tourner sur moi-même, et vous allez voir ce qui bouge. Donc, je vais vous mettre à ma place, d'accord? Donc, je vais prendre le téléphone, ce qui est assez pratique, et je vous mets à ma place. Donc là, je suis dans un petit studio où je fais mes films. Voilà. Donc là, vous êtes à ma place. Voilà ce que je vois. Vous voyez, je vois le petit studio. Donc là, je pointe vers l'ouverture que je suis, vers cet espace. Vous voyez, cet espace ouvert. Très bien. Alors, la question est, est-ce que cet espace bouge? Eh bien, on va faire l'exercice. Je vais tourner sur moi-même et je vais voir ce qui bouge. Voilà, je tourne sur moi-même. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Mais en réalité, qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce que vous voyez bouger? Je pense que comme moi, puisque vous êtes à ma place aussi, comme moi, vous voyez que c'est la pièce qui tourne. Vous voyez, c'est le monde qui tourne, ici les murs, qui tournent, et le doigt pointe, lui, vers un espace complètement immobile. Là où je suis, en tant qu'espace, je ne bouge pas. C'est la pièce qui se déplace en moi. Vous voyez? Là, la caméra, elle ne ment pas, hein, elle nous montre les faits, elle décrit les faits tels qu'ils sont. Vous voyez? Donc, voilà. Je repose la caméra, voilà. Donc, voilà. Alors, faites l'exercice tout à l'heure vous-même. Vérifiez par vous-même si c'est vrai ou pas. Vous allez pointer ici au-dessus de vos épaules, donc dans cette direction, et vous allez tourner sur vous-même, doucement, hein, ne prenez pas de risque.
Voilà, tournez sur vous-même et voyez ce qui bouge. Voyez ce qui bouge. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez vu que pour moi, ce qui a bougé, c'est vraiment la pièce. Ici au centre, je suis parfaitement immobile. C'est le monde qui bouge, c'est le monde qui bouge dans cette présence. Le monde qui se déplace dans cette présence. Alors j'ai dit tout à l'heure que cet exercice était traditionnel en fait, et peut-être vous l'avez reconnu. C'est le fameux exercice des derviches tourneurs. C'est l'exercice inventé par un mystique génial qui s'appelait Rumi au XIIIe siècle. Rumi un jour s'est mis à danser sur lui-même dans un marché. D'ailleurs il y avait du bruit dans le marché, il s'est mis à danser. Et il a constaté qu'en faisant danser le marché, il découvrait en fait l'axe du monde, un axe immobile, cette pure présence qui est pour lui Dieu en fait. Donc, vous voyez, et donc cet exercice qu'a découvert Rumi, eh bien, il existe encore dans des confréries où les gens tournent sur eux-mêmes et en fait découvrent que c'est le monde qui tourne autour d'un axe, d'un pôle immobile. Alors en fait, d'abord il faut. Alors, est-ce que c'est une découverte? Alors oui, sans doute, mais quand nous étions petits, je pense que nous vivions comme ça. Quand nous étions petits, nous voyions à l'époque le monde tourner autour de nous. C'est quelque chose que perçoivent les enfants en fait. C'est pour ça que les enfants adorent les balançoires, les manèges. Ils adorent en fait tout ce qui bouge parce que tout bouge et tout tourne autour d'eux. Donc quand on était enfant, on était dans cette immobilité et le monde dansait autour de nous en fait. Et puis en grandissant, mais ce qui s'est passé, c'est que en quelque sorte, on a pris le mouvement du monde en soi, le monde est devenu immobile et c'est nous qui nous sommes mis à bouger et donc nous sommes devenus agités, stressés, sans aucun axe intérieur en fait, sans aucun pôle intérieur. Et donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas la paix, parce qu'on ne sait pas où est le centre immobile de notre existence. Voilà, mais maintenant nous le retrouvons et nous pouvons nous installer sur cet axe en fait qui est toujours immobile. Je vais raconter une histoire qui est vraie. Un jour j'étais dans le train, j'allais à Quimper, en fait c'est Quimper qui venait vers moi, et j'étais dans le train et à 10 minutes avant d'arriver à la gare de Quimper, j'entends une voix, la voix du contrôleur qui dit « Mesdames, Messieurs », avec un accent marseillais, d'ailleurs c'est assez bizarre, « Mesdames, Messieurs, dans 10 minutes, la gare de Quimper arrivera ». Vous voyez, et c'est exactement ce qui s'est passé. En effet, 10 minutes après, la gare de Quimper est arrivée tranquillement jusqu'à nous. Parce que c'est bien ce qu'on voit finalement non, dans le train. On voit bien que c'est le paysage qui bouge. Au loin, il y a les montagnes qui se déplacent doucement. Plus près, on voit les villages qui passent un peu plus vite. Encore plus près, on voit les vaches qui passent rapidement. Et puis, les poteaux télégraphiques qui foncent à côté de nous, en fait. Mais ici, au centre, c'est immobile. Vous voyez, c'est immobile. Alors, donc c'est un exercice qu'on trouve dans la tradition soufie, c'est sûr. Mais également, c'est quelque chose qu'a remarqué, une chose qu'a remarqué un autre maître qui est par exemple Bankei, qui est un maître bouddhiste zen japonais du XVIIe siècle. Et voici ce que dit Bankei. Alors, un laïc demanda à Bankei, si vous devenez un Bouddha, où allez-vous? Réponse de Bankei, si vous devenez un Bouddha, il n'y a aucun endroit où aller. Vous remplissez le vaste univers dans ses limites. Vous voyez, si vous devenez un Bouddha, si vous devenez cette présence éveillée, il n'y a aucun endroit où vous puissiez aller, puisque la conscience est partout. La conscience est partout et nulle part, donc elle n'est pas concernée par le mouvement. J'ai trouvé aussi des remarques du même genre chez Ramana Maharshi, par exemple, où il y a une visiteuse qui vient le voir, elle vient d'Angleterre, elle vient le voir, elle lui dit « Oh là là, je suis tellement bien à côté de vous, mais après je vais quitter l'Inde et je vais perdre cette paix. » Et Ramana dit « Mais vous n'êtes pas venu en Inde, c'est l'Inde qui est arrivée en vous. C'est l'Inde qui s'est déplacée en vous, dans cette présence. » Voilà, donc découvrir cette immobilité intérieure, c'est le remède fondamental à notre agitation. C'est le remède fondamental à notre stress. Parce qu'ici au centre, un centre d'ailleurs qui explose à l'infini en réalité, ici au centre nous sommes immobiles, stables. Voyez, et du coup nous pouvons accueillir le mouvement. Voyez, nous pouvons accueillir la mobilité des choses à partir de cet espace. Cet espace au-dessus de vos épaules,
il accueille les formes, il accueille les couleurs, mais il accueille aussi le mouvement. Vous voyez? Donc c'est pas juste la paix, c'est la paix et le mouvement. C'est les deux ensemble en fait. Vous avez un doigt qui pointe vers l'immobilité et un doigt qui pointe vers le mouvement. Et donc je vous ai dit tout à l'heure que quand j'avais rencontré Douglas, j'avais eu un peu de difficulté avec cet exercice. En tournant sur moi-même, je n'avais pas vraiment vu l'immobilité. J'avais même été choqué par ce que disait Douglas, qui me disait « tu n'as jamais bougé d'un centimètre ». Or, j'avais bien l'impression de bouger, d'aller d'un point A à un point B. Donc, ça m'avait vraiment choqué. Et du coup, en rentrant chez moi, je me souviens très bien, je me suis dit, mais pourquoi Douglas dit que je suis immobile? C'est complètement dingue de dire ça. Et donc, je me suis mis à courir sur le boulevard, à Paris, sur un boulevard. Et au début, j'étais bien en train de courir dans un boulevard qui, lui, était immobile. Mais en regardant bien, soudainement, je me suis aperçu qu'en effet, c'était le boulevard qui passait en moi, c'est le boulevard qui glissait en moi, qui glissait, qui apparaissait dans cet espace absolument immuable et tranquille. Voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, faites l'exercice tout à l'heure. Mettez-vous debout, pointez vers l'espace au-dessus de vos épaules, tournez sur vous-même et regardez ce qui bouge. Je pense que vous allez découvrir que ce qui bouge, c'est le monde, en fait, et que vous êtes parfaitement immobile. Voilà. Et du coup, c'est passionnant de voir que le monde bouge dans cet espace immobile. Le monde qui bouge vous rappelle que vous êtes immobile. Donc tout apparaît et disparaît en vous, tout bouge en vous. Vous qui êtes cette présence tranquille, immuable, déjà apaisée. Voilà. Il suffit juste de le remarquer. Voilà, chers amis, donc à bientôt, à demain j'espère. Au revoir.